C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, mesures de renforcement de la sécurité des populations pendant la période des fêtes de fin d'année 2024. Voici une des grandes décisions prises par les membres du gouvernement béninois en Conseil des ministres ce jour. D'autres décisions importantes ont été également prises. On fait le point dans cette édition. Au Sénégal, après le passage aux urnes ce dimanche pour les élections législatives anticipées, c'est au tour de ceux de la diaspora à Cotonou. Les Sénégalais ont rempli leurs devoirs civiques dans 2 bureaux de vote installés au consulat. Des précisions dans cette édition. 8e journée de la Ligue professionnelle de football saison 2024-2025. L'AS Sobemap s'impose 1-0 face aux étoiles filantes sur le stade Omnisport d'Avrancourt. Vous suivrez dans un instant le point des autres rencontres pour le compte de cette 8e journée. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 20 novembre 2024 sous l'égide du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Comme à l'accoutumée, d'importantes décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le point des différentes décisions prises, présentées dans cet élément par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungwechi. Les décisions que voici font la teneur du Conseil des ministres de ce mercredi 20 novembre 2024, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, nous avons en point 1 les modalités d'obtention de la nationalité béninoise par reconnaissance. Le présent décret est adopté en application de la loi numéro 2020-31 du 30 juillet 2024 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afrodescendants en République du Bénin. Il prescrit que lorsque la demande est formulée depuis l'étranger, le demandeur reçoit au terme de l'examen favorable de celle-ci une attestation provisoire de nationalité d'une durée de validité de 3 ans. Le bénéficiaire jouit dès lors du droit d'entrée, de séjour et de sortie du territoire. La nationalité béninoise par reconnaissance ne lui est acquise complètement que sur justification d'un séjour au Bénin dans ce délai de 3 ans. L'attestation provisoire de nationalité devient caduque si au terme de sa validité, le demandeur n'y a pas séjourné. Lorsque la demande est formulée à partir du Bénin et que le requérant a poursuivi certaines formalités consécutives à l'occasion de son séjour, il reçoit, après examen favorable de sa demande, notification du décret d'octroi à titre définitif de la nationalité béninoise par reconnaissance. S'il n'a pas poursuivi les dites formalités, il lui est notifié une attestation provisoire. Enfin, le bénéficiaire de la nationalité béninoise par reconnaissance a droit à l'établissement d'un passeport béninois. Il peut obtenir à tout moment la pleine nationalité béninoise. Celle-ci est transmissible à ses descendants, ouvre la voie à la jouissance de tous les droits qui y sont attachés,
mais peut être retiré dans les conditions prévues par la loi. En point 2, adoption de tests d'application de diverses lois. Au titre de la loi numéro 2020-20 du 2 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin, les tests d'application sont relatifs aux modalités des opérations de dénationalisation, de dissolution ou de liquidation des entreprises publiques et actifs de l'État, puis de nomination et de restitution des résultats des missions des commissaires aux comptes des entreprises publiques. En ce qui concerne la loi numéro 2016-11 du 8 juillet 2016 portant loi uniforme sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il s'agit de ceux portant attribution, organisation, conditions de saisine et fonctionnement de la Commission du contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures et fixant les modalités de transaction et de répartition du produit des transactions, des confiscations et autres condamnations pécuniaires en matière d'infraction à la réglementation des relations financières extérieures. Pour ce qui est de la loi numéro 2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin, est concerné le décret portant mesures spécifiques d'incitation des grandes entreprises nationales et internationales soumissionnaires au marché public et en cotraitance avec les micro, petites et moyennes entreprises exerçant en République du Bénin. Enfin, ont été également adoptés les décrets portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale chargée des réfugiés et des apatrides, formulaire type du questionnaire pour la célébration du mariage, modalités d'établissement, de délivrance, de tenue, de conservation et d'utilisation du livret de famille à l'occasion du mariage. Au chapitre des communications, en point 1, approbation du plan stratégique 2024-2028 du ministère du Travail et de la fonction publique. Ce document de stratégie vise à permettre au ministère d'être, à l'horizon 2028, une administration moderne et performante pour un service public de qualité et un travail décent. Pour ce faire, il ambitionne de renforcer la capacité de la gestion stratégique et opérationnelle des actions du ministère, promouvoir le travail décent et instaurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines de l'État. Le Conseil a instruit le ministre de prendre les dispositions appropriées en vue de mobiliser toutes les parties prenantes du secteur autour de la vision, des orientations, objectifs stratégiques ainsi que des programmes. Il en sera de même s'agissant de la synthèse du plan d'action et du cadre de mesures de performance pour les 5 prochaines années. En point 2, approbation de la politique holistique de protection sociale 2024-2033 et de sa stratégie 2024-2028. La présente politique vient consolider l'action sociale du gouvernement au soutien de toutes celles déjà initiées et en cours de mise en œuvre. Elle vise à témoigner la solidarité de l'État aux personnes vulnérables afin de les aider à sortir de la précarité. Elle est portée par la vision qu'à l'horizon 2033, la population béninoise, notamment les couches sociales les plus vulnérables, est résiliente face aux chocs socio-économiques, climatiques, sécuritaires ou aux catastrophes et participe effectivement au processus inclusif de développement durable. Pour y parvenir, ces orientations stratégiques sont axées sur l'amélioration du revenu des populations en général et des plus vulnérables en particulier, le renforcement de l'accès de celles-ci aux services sociaux et d'assurance sociale, de leur capacité d'adaptation aux crises, ainsi que de la coordination du système de protection sociale. Le Conseil, en approuvant cette politique, a, par la même occasion, marqué son accord pour la mise en œuvre de sa stratégie quinquennale 2024-2028 pour un montant global
estimé à 709 milliards 260 millions 432 000 francs CFA. 1.3. Mesures de renforcement de la sécurité des populations pendant la période des fêtes de fin d'année 2024. Les périodes de fêtes sont souvent propices à la commission d'actes de banditisme par des personnes mal intentionnées à la recherche de gains faciles. Afin d'éviter que la quiétude des populations soit perturbée par de tels individus en ces moments festifs, le gouvernement organise chaque année des opérations de sécurisation sur toute l'étendue du territoire national aux fins d'entretenir un climat général de paix et de sécurité des personnes et des biens. Elle consiste en un meilleur quadrillage sécuritaire du pays et un renforcement de la surveillance des frontières et des corridors. Le même dispositif intègre la sécurisation des arrondissements, villages et quartiers de ville, ainsi que des points sensibles. Pour favoriser un tel déploiement sécuritaire, des moyens roulants conséquents seront mis à la disposition des unités territoriales de la police républicaine, soutenues par des éléments des forces armées. Les ministres chargés de la sécurité publique et de la défense nationale sont instruits d'assurer la mise en œuvre diligente et efficace de ces mesures. 1.4. Mise en œuvre du programme de réfection de pistes rurales et de routes en terre classées, campagne 2024-2025. Au titre de la présente campagne, les travaux de réfection prennent en compte 12 943 km 60 de pistes rurales et 2 211 km 619 de routes en terre classées dans les départements de l'Alibori, du Borgou, de la Takora, de la Donga, du Zou, des Collines, de l'Atlantique, du Koufo, du Mono, de l'Ouémé et du Plateau. En vue de la réalisation diligente des aménagements prévus sur les axes concernés pour faciliter la mobilité des usagers et le transport des produits agricoles, des champs vers les lieux de stockage ou de commercialisation, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec diverses entreprises. 1.5. Rapport de l'exécution du mandat de gestion de l'hôpital de Ménotin et dénonciation de l'accord irrelatif. À la suite de la construction de cet hôpital au profit de l'État béninois, sur financement de l'Association internationale de développement en 1992, le ministère de la Santé avait conclu, avec l'Association médico-sociale de Ménotin, un mandat pour sa gestion en concession. L'objectif visé était d'y favoriser une offre de soins de qualité et d'assurer sa bonne administration pour une durée de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction. Mais, depuis lors, soit plus de 30 années après, le mandat de gestion n'a jamais été formellement renouvelé, le concessionnaire ayant toujours bénéficié de la reconduction tacite. Or, au terme du mandat de gestion, le concessionnaire a l'obligation de fournir, chaque année, au concédant qu'est l'État béninois, les statistiques sanitaires et de produire les comptes d'exploitation annuels conformément aux normes comptables en vigueur dans notre pays. Des constats faits, aucune de ces obligations n'a jamais été remplie par cette association médico-sociale depuis la prise d'effet du mandat de gestion et l'hôpital fait l'objet d'une gérance peu orthodoxe. Dans ces conditions, les clauses du partenariat ne sont pas respectées et le ministère de la Santé ne dispose d'aucune information pouvant lui permettre de s'assurer de la qualification du personnel médical employé, de son régime d'emploi, de la qualité des soins administrés, de même que du respect des normes appliquées pour la fixation des tarifs des soins. Par ailleurs, à la suite de dénonciations faites par le syndicat de l'hôpital, le ministère a diligenté une mission d'investigation à laquelle s'est opposé le concessionnaire. Cependant, les quelques informations recueillies révèlent de nombreuses irrégularités qui mettent à mal le bon fonctionnement de cet établissement hospitalier et impactent négativement la qualité des soins administrés aux patients. Face à des manquements aussi graves, l'État décide de dénoncer le mandat de gestion
et de procéder à une réorganisation du fonctionnement de l'hôpital afin d'assurer la continuité des soins, de veiller à la santé des patients et de préserver l'intérêt général. Les ministres concernés sont instruits de prendre les mesures appropriées pour déterminer l'ampleur du préjudice et engager les poursuites judiciaires éventuelles contre les personnes mises en cause. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation du pèlerinage à la Mecque, Hajj, édition 2025. S'agissant des mesures individuelles, enfin, les directeurs départementaux ci-après ont été nommés sur proposition des ministres respectifs. Au ministère de la Santé, Weme, M. Hendewe Edgar William Hunjo. Plateau, M. Wenukpo Armand Olivier d'Angelessa. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, Borgou, M. Biweyon Robert Bertrand Taunga. Plateau, M. Gbetoho Raymond Zoumatou. Considéré comme un acte de procédure émis par un juge d'instruction, le mandat d'arrêt vise à priver de sa liberté un individu à qui il est reproché d'avoir commis une infraction. Ceci durant une durée minimum de 5 jours qui peut émettre un mandat d'arrêt international et dans quelles conditions. Élément de réponse avec le juriste spécialiste en droits de l'homme, Fréjus Atindoglo. Il s'exprime au micro de Francis Olafarami et de Nansirine Fatoumi. Le procureur émet un mandat d'arrêt contre une personne seulement dans le cadre d'une enquête préliminaire. Parce que, vous savez, le procureur a l'opportunité de la poursuite. Donc, lorsque le procureur décide de poursuivre une personne, le procureur envoie saisir le juge d'instruction ou le juge de jugement. Ça dépend de l'infraction commise par la personne. Donc, une fois que le procureur saisit le juge d'instruction ou le juge de jugement, le procureur ne peut plus décerner un mandat d'arrêt contre quelqu'un. Derrière, le procureur ne peut plus poser un certain acte de procédure à partir du moment où le juge est saisi, le juge de jugement ou le juge d'instruction est saisi. Donc, le procureur ne peut plus émettre un mandat d'arrêt. Mais le procureur peut demander, dans sa réquisition, demander au juge de décerner un mandat d'arrêt contre telle ou telle autre personne. Le procureur peut décerner un mandat d'arrêt international lorsque la personne se retrouve sur un autre territoire. Donc lorsqu'on se retrouve également dans le cadre de l'instruction, le juge d'instruction également peut décerner un mandat d'arrêt, que ce soit un mandat d'arrêt national ou international. Lorsque la personne se retrouve sur un autre territoire, le juge d'instruction également peut décerner un mandat d'arrêt international afin que cette personne soit recherchée et ramenée devant lui ou détenue. Après, lorsque la personne est déjà condamnée, le juge de jugement, après avoir rendu sa décision, peut décerner également un mandat d'arrêt afin que cette personne condamnée soit recherchée et ramenée dans une maison de sûreté. Alors, un mandat d'arrêt peut être émis dans 3 conditions. Lorsqu'on se retrouve dans le cadre d'une enquête préliminaire menée par la police judiciaire sous l'autorité du parquet dirigé par le procureur de la République et que ce dernier constate que la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ne répond pas aux mesures de police ou ne se présente pas devant lui comme il lui est demandé, le procureur peut demander que cette personne-là soit arrêtée à travers un mandat d'arrêt qui est un document qui demande que la personne soit recherchée et détenue dans une maison de sûreté le temps qu'il soit entendu. Donc la deuxième chose, c'est qu'un mandat d'arrêt peut être émis lorsqu'on se retrouve dans le cadre d'une instruction. Donc le juge d'instruction, dans ses recherches, constate qu'il y a une personne soupçonnée ou une personne impliquée qui ne se présente pas ou ne répond pas aux mesures, peut également décerner un mandat d'arrêt, que ce soit un mandat d'arrêt national ou international, contre cette personne-là, afin que cette personne soit recherchée et ramenée dans une maison de sûreté
Et la troisième partie, c'est que lorsque la personne recherchée ne répond pas toujours et que le juge de jugement arrive à condamner cette personne-là, le juge décerne également un mandat d'arrêt afin que cette personne-là soit recherchée et ramenée dans une maison de sûreté. Dans un autre registre, le viol peut être défini comme l'acte par lequel un individu contraint un autre à avoir des relations sexuelles avec elle par violence, obligation ou encore autre moyen de pression. Il s'agit d'un acte condamné au Bénin par la loi. Quelles en sont les conséquences psychologiques sur les victimes? Élément de réponse avec André Alironou, psychologue clinicien. Des propos recueillis par Francis Farami et Nancirine Fatoumi. Autant l'homme que la femme, surtout la femme, c'est toute sa dignité d'être humain qui est prise. Et les conséquences dépendent surtout des facteurs, j'ai envie de dire des conditions dans lesquelles vous aviez été violé. Vous voyez, lorsque vous aviez été violé dans le cadre d'une agression, j'ai envie de dire physique, où des cambrioleurs sont rentrés chez vous, ou que vous aviez été violé dans le cadre d'une instabilité politico-sociale, civile, ou dans le cadre d'un conflit, dans le cadre d'une guerre, où vous aviez été arrêté ou agressé par des militaires, etc., qui vous ont violé, il y a quand même une certaine... C'est vrai que ça fait beaucoup de douleur, ça fait beaucoup de difficultés, de traumatisme autant psychologique, mais pour aborder cela, pour élaborer, pour travailler sur ça, on a des éléments de base sur lesquels on part. Vous savez que ça ne dépend pas de vous. C'est pas vous qui aviez été la cause. Vous aviez été malheureusement au mauvais moment et en face de mauvaises personnes. Mais lorsque le viol vient par des tierces, des personnes proches de vous, de votre environnement, c'est-à-dire vous êtes allé passer une nuit chez une amie et c'est son oncle, c'est son père, c'est son frère qui vous viole. Vous êtes parti chez votre tante, c'est son mari qui vous viole. Et c'est votre cousin qui vous viole chez vous. C'est un tonton qui est venu le faire en l'absence des parents. Vous voyez, ça marque encore doublement parce que votre capital confiance, affectivité, votre capital affectivité est aussi touché. En plus du traumatisme psychologique que cela vous laisse, donc votre identité et tout ça est prise en cause. Voilà un peu, donc les circonstances amènent la difficulté, amènent la douleur, la profondeur du viol. Maintenant, il y a aussi la manière dont vous aviez été violé. Si ça a été fait avec agressivité, d'une certaine manière, avec des coups et blessures, chaque fois que vous allez voir les cicatrices, ça va être difficile à élaborer. Donc, il y a tout ça là qu'on met ensemble pour voir l'état de profondeur de la douleur psychologique, du traumatisme que le viol laisse en vous. Toujours dans le même registre, restons avec André Alironou qui évoque cette fois-ci les approches de solutions pour surmonter cette situation. Suivons ensemble. D'une personne à une autre, la prise en charge est adaptée à l'individu. Il n'y a pas de schéma standard pour dire en cas de viol, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça et ça passe. Ça dépend de chaque individu. Tout est question. La première chose, c'est la mise en confiance d'abord pour que la personne accepte s'ouvrir. D'abord, vous en parlez. Et en parler dans les détails, c'est beaucoup de douleur parce que vous allez l'amener à revivre instant par instant, minute par minute, ce moment-là. Ce qui est encore plus difficile, c'est que peut-être au moment du viol, la personne a été omnubilée, a inhibé certains sentiments, n'a pas pu voir certains faits. Mais quand vous allez la replonger dans ce souvenir, les détails vont revenir. Donc, il faut préparer suffisamment la personne à pouvoir affronter tout ça. Et cette étape peut durer longtemps, dépendra d'un individu à l'autre. Donc, plus elle sera ancrée, plus elle a envie de vraiment passer cela, plus elle va être ouverte. Mais l'autre chose qui accompagne essentiellement la prise en charge, c'est qu'il faut une personne d'appui. Si c'est une femme mariée, il faut forcément que son homme l'accompagne, son mari accompagne le traitement. Il doit faire partie intégrante du traitement pour accompagner, pas pour prendre la place.
ses enfants peuvent être impliqués, ou ses parents, si c'est une jeune fille, etc. Donc, il faut voir les personnes les plus proches, les plus influentes de la personne, en qui elle fait fortement confiance, qui peuvent servir de janvier, de bouclier ou de levier pour l'aider à passer cette étape-là ou ces caps-là. Ce qui peut compter. Voilà. En Afrique, pour répondre à certaines situations urgentes, les familles initient, autant pour moi, des cotisations. Une situation qui peut être perçue différemment et entraîner des événements heureux ou malheureux, cela d'une famille à une autre. Pour bon nombre de personnes, ces cotisations ont une grande importance et représentent, autant pour moi, un moyen de consolider les liens familiaux. Interrogés sur le sujet, quelques citoyens se sont prononcés. Suivons-les au micro de Kanté Amoussou et de Francis Ola Farhan. La cotisation familiale, selon moi, elle est obligatoire. Elle est obligatoire dans le sens où, si vos parents, vos deux parents vivent encore, ça s'impose. Pourquoi? C'est juste pour renforcer les liens des enfants vivant encore. C'est une très bonne chose, c'est très important. Car dans une famille, c'est ce qui fait que c'est une manière d'unir. Ces cotisations nous unissent. Nous unissent vraiment et que ça permet de connaître l'enfant de la tante, l'enfant de l'oncle, maternel, ainsi de suite. Ça consolide vraiment la famille. Moi je dis, quand tu auras quelque chose en famille, un décès, ou c'est même pas quoi, et vous deviez participer par exemple. En famille, si l'argent qui est déjà cotisé en famille est là, ça suffit, vous pouvez enlever un peu et donner votre cotisation. C'est une très bonne chose. Ça te donne même de garantie. Tu sauras que si tu as un problème, ta famille sera derrière toi. Chez moi, c'est comme ça se fait. Tout le monde cotise. Ce n'est pas une cotisation, mais ce sont nos aïeux qui ont fait ça et c'est resté. Si les deux parents sont encore vivants, la cotisation des enfants, je dis c'est obligé. À moins qu'on sait que tu es malade, bien, tu as d'autres préoccupations, on peut te laisser. Mais si tu es bien portant, et tu es un homme marié ou bien une femme mariée là, tu dois payer les 2000 francs par tête. S'il y a des décès, s'il y a des mariages, s'il y a en tout cas n'importe quel événement, que ça soit heureux ou malheureux, tu payes. Et on dresse, on fait une liste des payants. On sait qui a payé, qui n'a pas payé. Vous voyez, non? Donc ça fait que, bon, quelque part, même si celui qui est décédé n'a pas d'enfant, on cotise, on achète tout, on fait tout, on enterre la personne, sans bruit. Dans un autre registre, on parle société à présent. L'amitié peut être définie comme un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. À la question de savoir s'il faut dire à son ami que son ou sa partenaire le trompe, quelques citoyens béninois y répondent au micro de Francis Farhan. Il vaut mieux le prévenir, en tout cas, qui n'a qu'à savoir comment aller vivre avec sa femme quand même. Donc, je ne vais pas lui dire que j'ai vu ta femme quelque part ou bien ta femme te trompe, non. Mais je vais essayer de lui parler, lui conseiller d'une manière pour qu'au moins lui-même, après, à la suite, il pourra découvrir en réalité qui est sa femme et de quoi sa femme est capable. Par exemple, il peut au hôtel, bon. Si dans le canton, tu as bro, il y a un bro de bon, il y a donné, j'en ai tout le temps, donc moi, si ton juste, mais si dans le moi si tu es au hôtel pour bien non, c'est comme si on a un foyer et ton quoi. Il y a un temps dans nos cantons, nous y avons cantons dans nos cantons. Tu vois là où moi si la femme dont j'ai aimé mon frère, mon ami, si moi je vais là, c'est que moi je vais dire là, si j'ai trouvé un gars dans le quartier, je peux appeler le gars là pour lui dire que
Il y a cette tête que j'ai en train de passer. Si je peux l'appeler pour lui dire ça, c'est bon ou bien moi-même, je peux l'appeler pour lui dire ça. Si mon ami m'avoue que bon, ma femme me trompe, donc il suffit, je l'écoute tout simplement. Bon, moi-même, je lance les enquêtes et puis je vois si en réalité ce qu'il a dit, c'est vrai. Donc, au cas, si je ne trouve pas de possibilité en tout cas, je vais accepter ça quand même. Je vais me patienter en train de la voir et puis voir ce que ça va donner. Nous devons comprendre. Et je ne peux comprendre. Et je ne peux nous assistons. Mais moi, mais les sont des lettres. Bon, et quand on a des nous assistons zéro. Nous assistons à autre de boutoté. Assistons à autre de bouwa. Bon, nous sommes contents de nous moment. Bon, nous donnons non dia. On ti dit ouais mais content ouais ba bon ouais mais content ba na clan et kodo assistons ko. Nous devons faire comprendre et bloquer faire temps. Nous dis soit voulu quoi alors ton pour et n'a fait comprendre des sous. La là je vais le tuer. Non oui parce que genre un royaume va fois genre c'est très grave parce que peut-être que il a dit bando réunion toi ou bien genre peut-être que soit le mon bleu ha madame Tcheni on toi bon et va de honemi on a sorti. Je l'annonce au sommaire de cette édition au Sénégal. Après le passage aux urnes ce dimanche pour les élections législatives anticipées, c'est au tour de ceux de la diaspora. À Cotonou, les Sénégalais ont rempli leurs devoirs civiques dans 2 bureaux de vote installés au consulat. Quentin Amoussou y était, voici son reportage. Il est 20h ici au consulat du Sénégal au Bénin. Après les votes des élections législatives anticipées, le parti au pouvoir PASTEF du président Bassirou Diomaye Faye vient en tête dans les 2 bureaux de vote. Le parti PASTEF, les Patriotes, 79 voix. Entité indépendante, Alliance nationale pour la patrie, ANP, 1 voix. La coalition Jam ak Jeriñ, 53 voix. Parti PASTEF, les Patriotes, 66 voix. Coalition Jam ak Jeriñ, 57 voix. Suite à l'annonce de ces résultats, la ruelle du consulat a été prise d'assaut par les partisans du PASTEF. C'est la joie, hein, parce que vous voyez, on a voté dans le calme et on a mangé même ensemble. On ne remarque pas s'il y a opposant ou bien il y a parti au pouvoir. Le Bénin, c'est le Bénin qui gagne. Vous voyez qu'il y a plus de 14 partis, 15 partis qui sont exprimés leur vote au Bénin. Donc le Bénin, vraiment, c'est la démocratie. Je suis tellement content aujourd'hui parce que je sais que normalement le parti au pouvoir doit gagner. Parce qu'on a un problème au Sénégal, si le parti au pouvoir n'est pas gagné, le problème là, on ne peut pas régler. C'est pour cela qu'on a tout fait pour que le parti au pouvoir va gagner. Aujourd'hui, si tu vois que les citoyens sénégalais ils sont venus massivement avec un bon comportement, ils sont allés voter avec la paix, ils sont finis avec la paix. Si tu vois comment ils sont entraînés, nous tous ils sont ensemble. Donc c'est le Sénégal qui gagne. Donc que le maire gagne, c'est le Sénégal aussi qui a gagné. Démarré depuis 8h et clôturé à 18h, sur 507 inscrits, seulement 151 sont allés aux urnes. Les résultats provisoires au Sénégal classent le parti PASTEF en tête des élections. Les résultats officiels sont prévus pour la fin de cette semaine. Et puis on parle sport à présent pour le compte de la 8e journée de la Ligue professionnelle de football, la saison 2024-2025. Audio revient au score à la 42e minute de la première partie. Les Audio Boys mis en difficulté avec un but inscrit à la 25e minute par Boa. De retour des vestiaires, les Audio Boys détiennent un 3e but au compteur, ce qui leur concède la victoire et leur font garder les points de la partie. D'une rencontre à une autre sur le stade Omnisport d'Avranco, l'AS Sobemap a eu du mal à s'imposer face aux étoiles filantes lors de cette 8e journée de la Ligue Pro. Les hommes de Mathias Deguenon
n'ont trouvé le chemin des filets qu'à la 90e minute, inscrivant ainsi le seul et unique but de la partie, d'où 1 pour Sobemap et 0 pour Étoile Filante. Coton FC poursuit sa remontée au classement en déplacement au campus d'Abomey-Calavi. Les triples champions en titre ont assuré l'essentiel face au Requin FC, 1-0 grâce à Hamza Alidou. On passe à présent au récapitulatif des matchs de cette 8e journée. Dadje FC bat 2-1 et Abeille FC. Match nul pour Banigansé Dynamo d'Abomey et Beke FC AS Tonnerre. 2-1 pour Cavalier FC Takuna FC. Match nul pour Damissa FC Lotopopo. 2-1 pour Dynamo et Panthère FC en faveur de Panthère FC. Match nul pour Espoir FC et Buffle FC. 3-1 pour Audio FC versus Boa FC. 1-2 pour Real Sport et Dynamique FC en faveur de Dynamique FC. 1-0 pour Adidja FC et AS Cotonou. Match nul pour Asvo Sitatunga FC. Aziza FC AS Police 2-0. Dragon FC JSO 1-0. 2-0 pour Jacques Avranco OMN en faveur bien évidemment de Avranco. 1-0 pour Requin FC et Coton FC en faveur de Coton. 1-0 également pour Sobemap Étoile Filante. Enfin, match nul pour USS Kraké et Ayema FC. À venir demain, jeudi en après-midi, le match ASPAC versus JSP. Et voilà, chers internautes, c'est sur ces récapitulatifs que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour le même exercice. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.